Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a pris part à un atelier portant sur le coût de l'élimination de la violence basée sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Les conclusions de cet atelier révèlent que 15 milliards de dollars, soit 10 000 milliards de francs CFA sont nécessaires pour couvrir tous les besoins afférents à cette lutte en Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. Et puis au Soudan, les combats ont redoublé d'intensité ce dimanche entre armée régulière et FSR, la milice du numéro 2 de la transition. Le général Emeti, le bilan provisoire annoncé ce dimanche est de 56 morts parmi les civils, des dizaines d'autres chez les belligérants et de plusieurs centaines de blessés. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Si vous n'avez jamais connu la douleur que pourrait vous infliger une carie dentaire, alors vous pouvez vous écrier et louer soit le ciel. Si en revanche vous êtes passé par les chemins tortueux de cette douleur, alors vous comprendrez assurément toute la nécessité d'observer une bonne hygiène bucco-dentaire. Ce 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous parlerons d'hygiène bucco-dentaire, mieux de l'impact que pourrait avoir la carie dentaire sur la santé générale, des impacts négatifs qui seraient considérables. Pour en parler, nous recevons le docteur Marie-Chantal Avoaka, Boni, coordonnateur du centre de consultation de traitement d'odontostomatologie au CHU de Cocody. Docteur Marie-Chantal Avoaka, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors docteur, une carie dentaire maltraitée peut absolument engendrer de grands maux pour la santé en général, n'est-ce pas? Effectivement, d'énormes dégâts que la carie dentaire pourrait entraîner. Alors très bien, on se retrouve dans une demi-heure pour en parler. Mais avant, ce communiqué de l'état-major général des armées qui dit, je cite, le lundi 10 avril 2023, un pétrolier singapourien a été la cible d'une attaque de pirates dans les eaux internationales à environ 600 km au sud d'Abidjan. Dès la survenue de cet événement et suite à l'alerte donnée par le Centre régional pour la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest, la Marine nationale a déployé le patrouilleur de haute mer contre-amiral Fadiga avec pour mission de localiser le navire et porter secours à l'équipage au terme de 5 jours de recherche en mer et en coordination avec un aéronef de la marine française stationné à Dakar. Le pétrolier a été retrouvé et sécurisé. Il a été escorté hier donc à 15 avril au port autonome d'Abidjan par les marins ivoiriens pour les formalités d'enquête. Quant à l'équipage, il est sain et sauf et fait l'objet d'une prise en charge psychologique. Le chef d'état-major général des armées témoigne sa satisfaction à toutes les unités engagées dans cette opération et se félicite de la bonne collaboration avec la marine française et les acteurs de la sécurité maritime dans la gestion de l'incident. Communiqué signé des mains du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et puis nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a pris part à un atelier portant sur le coût de l'élimination de la violence basée sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Les conclusions de cet atelier financé par le Fonds des Nations Unies pour la population révèlent que 15 milliards de dollars sont nécessaires pour couvrir tous les besoins afférents à cette lutte en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. 10 000 milliards de francs CFA pour réduire, voire éliminer les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ces prévisions sont issues des résultats d'une étude commanditée par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Cela pour faire face aux besoins de la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants et toute autre forme de violence basée sur le genre. Cette année, les données statistiques révèlent qu'on a un peu plus de 1000 femmes qui sont victimes de viol. Ça fait en moyenne 3 femmes par jour qui sont victimes de viol. Donc comprenez qu'il est important que nous puissions adresser la question dans une synergie d'action. Il faut pouvoir mobiliser les ressources, pas seulement auprès de l'État, mais auprès des partenaires. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la population
Les résultats de cette étude sont en phase avec les engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire lors du sommet de Nairobi en 2019. Nasseneba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compte promouvoir les résultats de cette recherche auprès du gouvernement. Il nous faut agir ensemble et travailler dans une approche commune afin d'inverser les tendances en matière de mariage d'enfants et de lutter efficacement contre les autres formes de violence basées sur le genre. Programme d'autonomisation des communautés en matière de prévention, renforcement des écoles et des services sociaux sont entre autres interventions stratégiques relevées par cette étude pour lutter contre les VBG. Et à la faveur de la Journée internationale des secrétaires, célébrée le 14 avril dernier, les secrétaires de Côte d'Ivoire étaient à l'honneur. La Ligue ivoirienne des secrétaires n'est pas restée en marge de cette célébration. Les secrétaires ont été instruites sur les défis et opportunités que leur offre l'innovation technologique. Elles avaient pour parrain l'ambassadeur Éric Tabat, chef protocole du président de la République, Alassane Ouattara. Godefroy Kambawa. Confidente, discrète, la secrétaire est celle qui organise, rédige, traduit et parfois garde en secret les directives de son chef hiérarchique. 14 avril, Journée internationale de la secrétaire. En Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des secrétaires marque un point d'honneur en célébrant ses membres. Cette année, l'accent est mis sur les défis et opportunités offerts par l'innovation technologique aux assistantes. Depuis l'année 1950, la secrétaire a toujours été valorisée depuis les États-Unis. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est en 1994 que nous avons commencé véritablement à fêter et à honorer les secrétaires. Et aujourd'hui, ce qui nous différencie un peu par rapport à la journée, nous avons décidé comme ça d'honorer nos patrons qui ont toujours payé pour les formations afin que nous, secrétaires, nous soyons formés. Sensible à la cause féminine, Éric Tabat, protocole du président de la République Alassane Ouattara, parrain de cette célébration, invite ses filleuls à cultiver l'excellence dans l'exercice de leurs fonctions. Dans mon action, dans tout ce que je fais, je pense que la place de la femme est prépondérante. Elles apaisent donc les cœurs, elles apaisent le climat et je peux vous dire que c'est très important. Cette célébration est marquée par plusieurs distinctions au profit des membres qui ont marqué la vie de cette ligue et aux structures qui œuvrent pour la formation des membres. Cette année, suite à un test sur 64 sections, celle de l'IPS Ségraeux remporte le prix de la secrétaire d'or. Cette section représentera la Côte d'Ivoire au Forum international du secrétariat qui se tiendra en juin prochain au Congo-Brazzaville. Reportage de Godefroy Kambawa. Le Conseil national des droits de l'homme a procédé au lancement officiel d'un projet qui devrait contribuer au renforcement du respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de ce projet a été organisé par le CNDH en collaboration avec l'Union européenne et l'Institut danois des droits de l'homme. Patricia Kouakou, Didier Nguessan. Sur une période de 2 ans, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire va mettre en œuvre un projet dénommé « Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ». Ce projet est le résultat d'un partenariat avec l'Union européenne à travers l'Institut danois des droits de l'homme. Il a pour but d'améliorer et renforcer la collaboration entre acteurs étatiques et les organisations de la société civile pour la promotion des droits de l'homme et renforcer le respect des groupes vulnérables et améliorer l'efficacité des actions du Conseil pour une meilleure protection de la dignité humaine. Le CNDH mettra tout en œuvre pour son succès et surtout œuvrer en vue d'améliorer le respect de la dignité humaine. Nous avons mis en œuvre des dispositifs adaptés, notamment pour le succès des activités qui seront menées sur le terrain. Ce projet vient de soutenir les efforts déjà consentis par des acteurs étatiques et non étatiques en Côte d'Ivoire en faveur du respect des droits de l'homme. Il offre à IDDH et au CNDH une remarquable opportunité d'explorer des synergies d'action et de partager expériences en vue d'atteindre un objet important. Partenaire depuis 1961, l'Union européenne œuvre aux côtés de la Côte d'Ivoire à soutenir la démocratie et les droits de l'homme. D'autre part, le cadre de mise en œuvre du Plan national des droits de l'homme, élaboré sur la base des recommandations des traités relatifs aux droits de l'homme et porté par le ministère de la Justice et des droits de l'homme,
constitue une précieuse opportunité pour continuer les efforts de rendre la jouissance des droits fondamentaux plus efficace et inclusive. Financé à hauteur de 327,5 millions de francs CFA par l'Union européenne, le projet reçoit également l'appui technique de l'Institut danois des droits de l'homme. 810,9 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente le cumul des ressources fiscales depuis le début de l'année jusqu'à fin mars 2023. Un résultat qui dévoile un taux de recouvrement de plus de 100%, traduisant ainsi une hausse des recettes de 14 milliards de francs CFA sur les prévisions établies en début d'année. Des chiffres dévoilés par la Direction générale des impôts au cours d'un séminaire bilan qui s'est tenu ici à Abidjan. Jean-Louis Pangbo. C'est un résultat globalement positif réalisé par la Direction générale des impôts au cours des 3 premiers mois de l'année. Entouré de ses directeurs régionaux, chefs de services, receveurs et autres cadres de l'administration fiscale, le directeur général des impôts s'est félicité du bon début d'année réalisé par ses services. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2023, les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts s'établissent à 810,9 milliards contre un objectif fixé à 796,9 milliards, ce qui dégage une modeste plus-value de 14 milliards. Un résultat satisfaisant qui se présente comme un défi à relever pour le prochain trimestre. Les prévisions de recettes ayant été revues à la hausse. Les recettes attendues pour le deuxième trimestre 2023 s'établissent à 1146,1 milliards, soit un taux de progression d'à peu près 16% en comparaison avec les réalisations de la même période en 2022 et en termes nominaux, 86,5 milliards en plus. L'objectif ici est de maintenir l'évolution haussière pour permettre aux impôts de remplir leur rôle de soutien de l'État. Les 2 dernières années, nous avons eu de très bons résultats, mais au lieu d'être un repère indicatif comme d'habitude, les recettes fiscales sont désormais devenues un critère de performance. Ça veut dire que pour ne pas avoir une rupture dans le programme, il faudrait qu'on puisse faire beaucoup plus d'efforts pour mobiliser plus de 1000 milliards en termes de ressources intérieures chaque année et sur la période 2023 et 2025. Si l'accroissement des recettes fiscales se présente comme un impératif pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur, elle s'accompagnera de mesures à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la rationalisation des exonérations, l'élargissement de l'assiette fiscale ou encore l'exploitation optimale de l'impôt foncier. On parle à présent de santé et de lutte contre le paludisme. L'on note qu'au terme du programme américain de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, qui aura duré à 3 ans, plus de 200 agents de santé ont été formés aux méthodes et outils de surveillance, de suivi et d'évaluation du paludisme, ainsi qu'à l'utilisation des outils numériques. En Côte d'Ivoire, le paludisme est l'une des principales causes de mortalité infantile. Didier Nguessan. Depuis 2020, les États-Unis accompagnent la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme via le programme PMI Medu Malaria. Il arrive à son terme avec d'importants acquis. Il y a eu la formation de plus de 108 personnes sur en matière de suivi-évaluation. Il y a eu encore d'autres personnes qui ont été formées sur la qualité des données. Donc aujourd'hui, avec ce qu'on a appris, la population va être mieux prise en charge. Des informations de santé que la partie américaine promeut pour la prise de décision nationale. Par exemple, s'il y a un fléau, si c'est saisonnier, comme on sait que c'est le cas avec le paludisme, on peut mieux prévoir les stocks, on peut mieux prévoir même les services. À travers le programme national de lutte contre le paludisme, le gouvernement ivoirien travaille à réduire les effets de la maladie, notamment sur le couple mère-enfant. Les innovations en matière de la qualité des données ont permis de doter notre pays de stratégies et d'outils adaptés pour un meilleur suivi et évaluation de nos interventions. Les conclusions du projet ont été remises aux responsables du programme national de lutte contre le paludisme. En santé toujours, 3500 membres de la communauté libanaise ont reçu leur carte d'adhésion à la couverture maladie universelle. La CMU, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et son équipe étaient au siège de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire pour la remise de ces cartes aux nouveaux adhérents. Serge Colléa.
Au quartier résidentiel dans la commune de Marcory, la communauté libanaise compte des milliers d'habitants. Depuis plusieurs mois, les responsables de l'association aident la Caisse nationale d'assurance maladie à accélérer l'enrôlement à la CMU, la couverture maladie universelle des Libanais. Takasha est mariée et mère de 3 enfants. Elle vit en Côte d'Ivoire depuis 35 ans. Sur les conseils de Zeynab, elle s'est faite enrôler. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les Côtes d'Ivoire et puis c'est bon pour nous. On va montrer pour les autres femmes, pour la sœur, tout le monde, ils vont devoir partir là-bas pour faire la même chose. Comme Takash, les membres de la communauté libanaise ont bien perçu les messages d'adhésion lancés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Les membres de la communauté libanaise, avec le soutien des équipes de la CENAM, ont abattu un travail sur le terrain. 3500 Libanais sont à ce jour enrôlés. On a fait une lettre. Le DG, M. Karim Bamba, même pas 2 jours, ils ont fait l'accord et puis on a installé une équipe ici pour faire l'enrôlement. On a répondu à l'appel du président de la République. Tout le monde aussi peut aller se soigner dans les grands hôpitaux. Satisfait, Karim Bamba, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, est venu lui-même remettre les cartes de ses nouveaux adhérents. On se retrouve aujourd'hui dans la communauté libanaise pour montrer à tout le monde que la couverture maladie universelle est réservée à tous ceux qui résident dans ce pays, aussi bien les nationaux que les non-nationaux. Et je pense que l'exemple d'aujourd'hui est vraiment un exemple patent. Environ 80 000 Libanais sont installés en Côte d'Ivoire, avec 90% de résidents à Abidjan. La Caisse nationale d'assurance maladie entend enrôler le maximum à la couverture maladie universelle. Et toute autre chose à présent, en vue d'améliorer la gestion durable des forêts en Côte d'Ivoire, les conclusions issues d'un atelier de révision de validation d'une étude juridique portant sur les forêts en Côte d'Ivoire ont été présentées aux parties prenantes de cet atelier afin que celles-ci proposent un certain nombre de recommandations. Une étude juridique lancée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture depuis juillet 2022 à l'initiative du gouvernement ivoirien. Générosa Quadio, Jean-Marc Djadji. Les experts en faune et en flore sont en réflexion à Abidjan pour conclure leur étude juridique sur les forêts. Ils doivent évaluer la gestion de l'écosystème forestier de la Haute-Guinée, impliquant 5 États, le Libéria, le Ghana, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Cette analyse juridique, constituée de conventions et de législations, a permis de passer en revue les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de gestion durable des forêts. Elle a également permis d'identifier à l'échelle nationale comme transfrontalière les opportunités et les défis auxquels fait face l'écosystème forestier. Nous avons une expertise en matière de gestion durable des forêts et donc nous accompagnons justement ce processus d'analyse qui tient compte de ce qui se passe. Et ce projet-là ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire. Le gouvernement prend également à bras le corps la problématique de la déforestation. Le chef de l'État s'est engagé à porter la couverture forestière du pays à 20% d'ici à 2030. La reconstitution de ce couvert forestier n'est pas juste la question d'un ministère technique, mais la question de toute la population, de toutes les parties prenantes. Donc le premier défi, c'est vraiment de réussir à vraiment convaincre tout le monde de participer à sa reconstitution. Les résultats de l'étude juridique seront présentés au ministère de tutelle de la sous-région. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat, focus sur l'Afrique de l'Ouest. Une formation dénommée Parcours citoyen vient d'être lancée par le Service national des jeunes sous la tutelle de l'Office du service civique. L'objectif de cette formation est de renforcer les connaissances des élèves sur les comportements civiques et citoyens. Laetitia Kwasi, Franck Quadio. Pour une participation accrue des jeunes au développement de la Côte d'Ivoire, les autorités misent sur l'appropriation du civisme. Le Service national des jeunes, SNJ, est l'instrument choisi et la phase pratique démarre déjà par le parcours citoyen qui consiste à former les élèves de la tranche 14 à 17 ans au comportement civique et citoyen. De plus en plus d'élèves, de jeunes, s'adonnent à des actes d'incivisme. Le gouvernement a jugé utile de ramener ce programme pour que nous puissions nous intéresser à ces enfants, à l'avenir de demain, pour les préparer à devenir des adultes. Rien ne peut se faire sans discipline. Avec ce parcours,
nous avons bon espoir que beaucoup de jeunes vont prendre conscience de leur place dans la société. Pour l'année 2023, 2000 élèves présélectionnés par les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA bénéficieront du parcours citoyen. Une première cohorte de 550 élèves est en formation depuis le 10 avril 2023. L'apprentissage durera 10 jours au sein des centres de services civiques. Et madame, monsieur, vous verrez à compter de demain, 17 avril 2023, des minibus Made in Sotra en circulation dans la ville d'Abidjan. 40 minibus conçus dans les ateliers de la Sotra et acquis par les transporteurs sous forme de location-vente via le Fonds de développement de transport terrestre entreront en circulation pour la phase test. 2 lignes sont ouvertes au départ et à destination des communes d'Abobo et d'Adjamé. Didier Nguessan. 40 minibus de fabrication Sotra seront mis en circulation à Abidjan dès la semaine du 17 avril. 2 lignes sont concernées. La ligne 1 part de la mairie d'Abobo à Adjamé Liberté en passant par le zoo d'Abidjan. La ligne 2 part d'Adjamé Texaco à Yopougon-Sipores via l'autoroute. Les bénéficiaires se félicitent de ce contrat de location-vente qui leur permet de renouveler leur parc automobile. Merci infiniment, Monsieur le ministre des Transports, pour ce grand acte. À travers vous, le secteur du transport routier aura une autre dimension, c'est-à-dire la modernisation du transport routier en Côte d'Ivoire. Le Fonds de développement du transport routier pilote le projet. Son directeur exhorte les acquéreurs à rembourser dans les délais pour la réussite de cette phase test qui devrait aboutir à d'autres acquisitions beaucoup plus importantes. Les communes phares d'Abobo et de Yopougon sont des communes à forte densité humaine, où la problématique de la mobilité urbaine se pose avec acuité. C'est donc à dessein que M. le ministre a voulu démarrer ce projet dans ces communes. Et c'est au terme d'une procédure de sélection que les transporteurs bénéficiaires de cette première vague ont été retenus. Les minicars circuleront avec de nouvelles plaques d'immatriculation plus résistantes aux intempéries pour faciliter la vidéosurveillance. Le ministre des Transports, pour assurer la cohérence de son action, ne s'est pas simplement contenté de procéder à la remise de ces véhicules. Il a instruit ses services de former les heureux bénéficiaires à la gestion d'une entreprise, à l'usage de la plateforme de paiement électronique conçue pour le projet, à la formation au CACR, entendez par là certificat d'aptitude de conducteur routier. Un comité de gouvernance est mis en place avec d'autres structures étatiques, notamment la MUGA en charge de la fluidité routière et la police spéciale de la sécurité routière. Et puis sachez qu'à l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche la journée mondiale des loisirs autour du thème national suivant, l'impact des loisirs dans l'épanouissement de la jeunesse. Les festivités sont prévues au niveau national pour la célébration de l'édition 2023 de cette journée. Patricia Omoetia. 2023 est une année dédiée à la jeunesse. Dans les différentes déclinaisons de ce programme gouvernemental, la célébration ce 16 avril de la Journée mondiale des loisirs est un levier majeur. Selon le ministre du Tourisme, les loisirs jouent un rôle important dans le développement humain, la croissance personnelle et la promotion du bien-être. La Direction générale des loisirs entend donner un cachet particulier à cette journée à travers les festivités qui se tiendront le 13 mai prochain à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Isabelle Hanot, directrice générale des loisirs, organisera un panel pour la jeunesse afin de proposer des actions utilitaires. Et pour soutenir la communauté musulmane de la région de Lifou en ce mois du Ramadan, le directeur général du LBTP, Jean-Claude Kouassi, a fait don de 40 tonnes de vivres composés de sucre et de riz pour accompagner les fidèles musulmans. Donc en ce mois de partage et de solidarité, un geste de soutien aux familles les plus vulnérables, les guides religieux ont adressé des prières à Dieu pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Soro Corona. Grande mosquée de Daoukourou, capitale de la région de Lifou. Les fidèles musulmans reçoivent la visite du directeur général du LBTP, laboratoire du bâtiment et des travaux publics, Jean-Claude Kouassi. Le cadre de la région est venu apporter son soutien à la communauté musulmane en ce mois sacré du Ramadan. Même décor et même gestes à Prikourou, Mbayakourou et Wouli.
Ce sont 40 tonnes de riz, de sucre et du numéraire distribués aux musulmans. Une action appréciée par les bénéficiaires. Nous, avec toute la communauté de Mayakoro, nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes contents pour le don qui vient de nous faire. Que Dieu le bénisse. Je demande au DG de les réunir pour que la réconciliation soit la vraie. Parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé, il faut qu'on soit unis. Cette marque d'attention et de solidarité à la communauté musulmane de Jean-Claude Kouassi est soutenue par d'autres cadres de la région. Ce frère, il vient nous honorer aujourd'hui, en ce mois béni de Ramadan, en faisant des dons de vivres et numéraires à nos parents musulmans. En tant que membre de la communauté musulmane, je ne peux que me réjouir de ces gestes. Les guides religieux ont prié pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous saluons à travers lui le président de la République également, le président Alassane Ouattara, qui accompagne ses enfants à faire du bien pour la communauté musulmane. Le directeur général du LBTP, par ce don, met en application une prescription de l'islam, celle de soutenir les plus vulnérables. Le président de la République, c'est une référence. Donc il a donné le temps et on se rend compte qu'avec le temps qu'il a donné, nous sommes sur le bon chemin. Donc raison de plus pour nous de continuer sur ce chemin-là. Ce soutien de Jean-Claude Kouassi à la communauté musulmane de la région de Lifou est à sa 2e édition. En religion toujours, les églises USO se sont retrouvées du côté de Daloa le week-end dernier pour leur convention nationale, la 3e du genre. Le ministre Mamadou Touré de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique et Claude Saïs Soumaro, chef de cabinet du président de la République Alassane Ouattara, étaient les invités spéciaux de cette convention. Une convention au cours de laquelle les fidèles des églises USO ont réaffirmé leur foi et posé des actions sociales en faveur des populations. Eugène Atoubé. Le stade municipal de Daloa, lieu de convergence de toutes les représentations que compte l'église USO en Côte d'Ivoire, convié à la 3e convention nationale de cette église. Une rencontre hautement spirituelle qui s'est transformée en une gigantesque fête sur fond de retrouvailles des fidèles de cette église venus de toutes les régions du pays pour réaffirmer leur foi. 2 personnalités de marque ont rehaussé de leur présence à cette convention. Le ministre Touré Mamadou, en charge de l'emploi des jeunes et du service civique, et Claude Saïs Soumaro, chef de cabinet du président de la République. Faisons en sorte que nous ayons beaucoup d'années calmes comme celle-ci, beaucoup d'années tranquilles comme celle-ci, afin que le Christ puisse se manifester, mais afin que vous puissiez, par ces programmes d'évangélisation-là, gagner d'autres âmes à Christ. Cette rencontre de l'Union des églises évangéliques du Sud-Ouest USO, selon son président, pasteur Gueux Simon, donne aux fidèles de l'église l'occasion de renouveler leur engagement de chrétiens, leur amour de Jésus-Christ et la joie de le faire accepter, aimer et imiter à travers des campagnes d'évangélisation. Entre louanges à Dieu et cantiques, les fidèles de l'église USO ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Prié aussi pour les autorités du pays et spécialement pour le président de la République Alassane Ouattara. Continuez à prier pour notre pays, continuez à prier pour le président de la République et que si nos cœurs ne sont pas encore désarmés, que Dieu agisse pour désarmer nos cœurs et qu'on réapprenne à vivre ensemble, à s'aimer et à comprendre qu'on a un seul pays. Au menu de la Convention nationale des églises USO, des activités sociales, notamment des consultations médicales gratuites suivies de distribution de médicaments dans des villages de Daloa et dans plusieurs villes alentours. Et l'église CMA de la commune de Kounaïri a initié un culte pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Occasion pour les responsables de cette église de lancer un appel à la promotion du vivre ensemble. Kader Sogodogo nous en parle. Kounaïri, localité de la région du Béré. La communauté évangélique de l'église CMA prie pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour cette communauté chrétienne de contribuer au maintien d'un climat de paix dans le pays. Occasion pour les fidèles de célébrer la première convention de la dite église afin de recueillir des fonds pour la construction du logement du pasteur. Chaque habitant a reçu de la part de Dieu une mission, un rôle important à jouer pour la cohésion sociale. Si chacun joue son rôle, si chacun fait pleinement ce que Dieu lui demande de faire, notre nation va prospérer, notre nation va être bâtie sur le socle qui est Jésus-Christ de Nazareth.
La journée de prière pour la paix de l'église Sema de Kounaïri a été suivie de dons de produits d'entretien à l'hôpital général et à la maternité de la localité. Une initiative appréciée par le maire de la commune. Nous sommes heureux que l'église Sema, qui en plus a vocation spirituelle et morale, et son implication dans la cohésion sociale, en plus de tout cela, a fait un don d'un matériel très important dans le cadre de la salubrité, de l'assainissement de l'hôpital. On ne peut que leur dire merci. L'église CMA de Kounaïri entend mener d'autres actions de solidarité. Et dans l'actualité internationale au Soudan, des combats ont éclaté hier samedi dans la matinée entre les soldats de l'armée régulière et les FSR, la milice du numéro 2 de la transition, le général Hemeti. Le bilan provisoire annoncé ce dimanche 16 avril au matin par le syndicat des médecins est de 56 morts parmi les civils, des dizaines de belligérants et de plusieurs centaines de blessés. Les affrontements semblent avoir redoublé d'intensité ce dimanche matin, principalement localisés sur les bases militaires qui cernent Khartoum au sud, au nord et à l'ouest, mais aussi dans le cœur de la capitale, autour du quartier général de l'armée. Les deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti, s'affrontent via leurs troupes. Les deux sont notamment en désaccord sur la façon d'intégrer la RSF au sein de l'armée, disposition prévue dans le futur accord politique censé rendre à terme le pouvoir aux civils. La carie dentaire et ses conséquences sur la santé générale. Voici le sujet du magazine ce dimanche, sujet que nous aborderons avec le docteur Marie-Chantal Avoua-Kaboni, coordonnateur du centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody. Docteur Marie-Chantal Avoua-Ka, merci de nous avoir rejoints à nouveau sur ce plateau. Docteur, qu'est-ce que la carie et quelles sont les mauvaises pratiques ou les mauvaises habitudes qui pourraient justement créer cette maladie? Okay. Merci, monsieur Guivet. Alors, la carie dentaire, c'est la présence d'un trou dans la dent. Et comment ce trou s'initie ou comment ça arrive? Alors, quand la personne ne se brosse pas les dents, les microbes qu'on appelle les bactéries vont utiliser le sucre ou les aliments collés sur les dents et les transformer en acide. Et c'est cet acide qui, avec le temps, va ronger progressivement la dent depuis la partie superficielle jusque dans la partie profonde de la dent, et ça se manifeste par la présence d'un trou qu'on appelle une cavité dans notre jargon. Alors docteur, à quel moment doit-on visiter un dentiste? Ok. Déjà, la consultation doit se faire de façon régulière. Chaque 6 mois, il nous faut absolument visiter le dentiste. Quand on visite le dentiste, qu'on n'a pas de problème, il nous félicite. Mais par contre, si une carie s'initie, un problème de gencive commence, le dentiste va nous aider à régler ce problème, à le solutionner, de manière à ce qu'on soit en bonne santé. Parce qu'une carie qui n'est pas traitée peut évoluer et entraîner de graves complications. Alors docteur, je rappelle que vous êtes coordonnateur du centre de consultation de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody, et ce centre est ouvert depuis 1973 pour aider les familles ivoiriennes à se prendre en charge à moins de coûts. Suivons ensemble cet élément de Sephora Zegui qui nous renseigne sur ce centre. Merci. L'hygiène bucco-dentaire ou hygiène buccale est un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme naturellement et en permanence à la surface des dents. L'élimination de la plaque dentaire permet d'éviter les maladies parodontales. Il est important d'avoir une bonne hygiène buccale de peur de tomber malade. Un manque d'hygiène bucco-dentaire peut provoquer la douleur, des maladies cardiovasculaires et même atteindre les organes vitaux tels que le cœur. Pour entretenir sa bouche, il faut avoir une habitude alimentaire saine et régulièrement consulter un spécialiste. Une carie dentaire négligée peut conduire à la mort. Pour aider les populations à entretenir leur bouche, l'État a ouvert un centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS au CHU de Cocody depuis 1973. Il accueille tout type de patients. En son sein, 8 services interdépendants afin de prendre efficacement en charge les malades. Ce centre est capable d'accueillir 100 patients par jour avec un plateau technique relevé de 60 appareils de dernière génération. La bouche est le premier reflet de la santé générale. Alors, mauvaise santé bucco-dentaire, mauvaise santé, selon les spécialistes.
On reviendra certainement sur certains aspects abordés dans ce reportage de Sephora Zegui sur les effets négatifs de la carie dentaire sur la santé générale de façon générale. Mais juste avant d'approfondir nos échanges, cette question, mais à quel signe reconnaît-on les prémices d'une carie dentaire? Déjà, quand on passe la langue sur les dents, qu'on sent un petit trou, tout de suite on sait qu'on a une carie dentaire. Il faut tout de suite aller consulter. Ou alors, ça peut se manifester par la douleur. Parce que la dent, elle est toute petite dans la bouche. Quand on n'a pas mal, on ignore son existence. Et c'est quand on a mal ou quand on mord la langue qu'on se rend compte que, ah tiens, j'ai des dents, il y a quelque chose qui est, de bizarre dans la bouche. Donc, voilà, il y a la douleur et il y a différents types de douleurs. Au départ, c'est juste des sensibilités. Et quand aucun traitement n'est réalisé, qu'on n'est pas allé voir le dentiste, on a des douleurs, de fortes douleurs à type de rage dentaire. Des douleurs invalidantes qui handicapent. Même quand on a un rendez-vous galant, on ne peut pas se présenter à ce rendez-vous parce qu'on souffre terriblement. Alors, j'ai tout de suite, on va se mettre en situation, j'ai tout de suite une douleur à la dent, je commence à m'inquiéter, qu'est-ce que je dois faire? Courir chez le dentiste ou est-ce que je peux également explorer la voie du tradipraticien de mon quartier? Absolument non, pas la voie du tradipraticien. Il faut se tourner vers les professionnels de la santé. Uniquement vers les professionnels? Uniquement. Que nous sommes pour pouvoir régler le problème. Alors, une dent affectée par la carie peut être soignée ou on doit tout simplement l'arracher? Non, on peut pas, c'est pas systématique arracher la dent. Tout de suite, il faut songer à soigner la dent. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des arracheurs de dents. Le concept de l'arracheur de dents est vraiment révolu. Et aujourd'hui, nous sommes considérés comme des soignants, comme des professionnels qui prennent en charge la santé générale des populations. Et donc, quand une dent est défaillante, il faut tout de suite chercher à la conserver. On fait tout pour la conserver. C'est vraiment quand on a tout essayé que vraiment, ce n'est pas possible de la conserver. Vraiment, avec beaucoup de peine au cœur, nous la mettons à la poubelle. Alors, merci, docteur, de nous rassurer que vous n'êtes pas des arracheurs de dents. Ça rassure de l'entendre. Alors, quelles pourraient être les conséquences directes d'une carie dentaire sur la santé de façon générale? Sur la santé générale? Sur la santé, déjà, on peut parler des complications locales. Tout à l'heure, j'en ai parlé. La rage dentaire, des douleurs vives, on ne peut rien faire. Ensuite, quand l'infection a évolué, on peut avoir du pus dans la dent, une dent infectée avec la présence de pus autour de la dent et même le pus peut évoluer jusque du côté de la joue et entraîner la déformation du visage avec une enflure du visage et certaines fois le trou peut se percer. Bon, on parle de cellulite et à tous les différents stades, il faut tout de suite consulter. Mais bon, malheureusement, il y en a qui attendent jusqu'au dernier moment. Et quand rien n'est fait, aucun traitement n'est réalisé, les microbes qui descendent dans le sang peuvent aller se greffer sur des organes nobles. On parle dans ce cas d'infection focale, c'est-à-dire une infection qui démarre dans la cavité, dans la bouche, avec une répercussion à distance au niveau du cerveau, au niveau de l'œil. Ces microbes peuvent même aller jusqu'au cerveau? Oui, ces microbes peuvent aller jusqu'au cerveau, au niveau des articulations, des poumons, vraiment au niveau de la colonne vertébrale également? La colonne vertébrale est impliquée quand on a eu beaucoup de dents absentes, qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'ajustement des dents, avec des douleurs à l'oreille. Voilà. En ce moment, on peut avoir des répercussions sur la colonne vertébrale. Alors, une fois que l'on... Allez-y. Voilà, peuvent évoluer et aller juste au niveau du cœur. Et la carie peut même entraîner la mort du patient. C'est pour cette raison qu'il faut tout de suite, en cas de problème au niveau de la bouche, de carie, de douleur quelconque au niveau de la cavité buccale de la bouche, il faut tout de suite se tourner vers les professionnels de santé. Parce que si c'est négligé, on peut en mourir. Alors, vous êtes docteur, dentiste, l'on présume que vous avez été forcément confronté à des témoignages de personnes souffrant de cet impact psychologique. Pouvez-vous partager avec nous certains témoignages? Oui, j'ai eu affaire à une patiente qui était venue nous voir au niveau du centre parce qu'elle devait se marier. Imaginez un peu une mariée qui arrive à la mairie et dentée. Vous voyez, ça va effrayer tout le monde parce que c'est rare. Donc, il était important pour elle qu'elle puisse se faire remplacer les dents de manière à avoir un beau sourire. Et une autre patiente aussi qui se plaignait de mauvaise odeur de la bouche. Elle dit, mais tiens, ma bouche sent mauvais, je ne suis pas à l'aise, j'ai l'impression que les gens se moquent de moi, j'ai l'impression qu'on me regarde partout. Et en fait, c'était un problème psychologique. Donc, on a dû la rassurer, on a dû faire un examen, soigner toutes les caries, parce qu'effectivement, quand on a plusieurs caries en bouche,
Même une seule, ça sent mauvais. Donc, il faut tout de suite le régler. Et donc, on a eu à prendre en charge cette patiente et qui, après, était souriante. Elle a pu intégrer la vie sociale vraiment sans problème. Et parmi les nombreuses conséquences, au niveau des enfants, quand l'enfant a des caries qui sont négligées, avec des dents extraites, l'enfant peut avoir des problèmes de croissance. Parce qu'un enfant, il a besoin de s'alimenter pour croître. Et même sur le plan psychologique, l'enfant a besoin de se sentir bien parmi ses amis pour pouvoir grandir. Mais un enfant qui a perdu ses dents, dont on se moque tout le temps, voilà, toi, tes dents tirées là. Mais voilà, tu ressembles à... Il y a un enfant comme ça qui me disait qu'on l'avait traité de vampire. Et vous voyez, l'enfant est frustré, blessé. Effectivement, il ne peut pas bien suivre les cours, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas réussir. Et ce sont des frustrés comme ça, plus tard dans la vie, qu'on produit. Et c'est pour cette raison qu'il faut régler tous les problèmes au niveau des enfants, faire des consultations régulières, se brosser régulièrement les dents de manière efficace, de manière à conserver toutes ces dents en bouche. Alors, à quel moment faut-il véritablement commencer à s'inquiéter, à s'alarmer? À quel moment? En fait, dès l'instant où on sent quelque chose de bizarre en bouche, il faut tout de suite s'inquiéter. Parce que même si c'est tout petit, il vaut mieux aller voir le dentiste, qu'on nous dit « Ah tiens, il n'y a pas de problème ». On est rassuré, on nous félicite. Mais quand il y a un problème, une carie qui a débuté, un problème de gencive qui a débuté, le professionnel va régler ce problème et nous convoquer tous les 6 mois, de manière à ce que de façon régulière, il y ait un suivi et qu'on soit en bonne santé, non seulement au niveau buccal, mais surtout en bonne santé générale. Parce que quand on a un problème dentaire, on est diabétique, hypertendu, ça se complique davantage. Alors, pour résumer, et le cœur, et la colonne vertébrale, et d'autres organes peuvent être, les articulations peuvent être touchées. Le cerveau également, les poumons. Les poumons. Donc, si la carie est mal soignée, tous ces organes-là peuvent en souffrir. Effectivement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la méthode qu'il convient d'utiliser en termes de brossage? Ok. Déjà, pour avoir un brossage efficace et un brossage correct, il faut avoir une brosse à dents médium. Les brosses à dents dures usent les dents. Les brosses à dents qui sont souples caressent les dents et ne sont pas efficaces. Mais généralement, ce ne sont pas des détails auxquels on fait attention quand on va acheter. Mais justement, à partir de maintenant, il faut faire attention. Donc, on met un segment de pâte dentifrice sur la brosse et on commence à se brosser de la gencive vers les dents de manière verticale, de sorte à ce que les poids de la brosse à dents rentrent entre les espaces entre les dents et chassent les débris alimentaires qui y sont coincés. Donc, il faut le faire le matin, à midi et le soir, 3 fois par jour. Surtout le brossage du soir, il ne faut pas le négliger parce que pendant le sommeil, on peut dormir 4 heures, 6 heures, 8 heures de temps. Pendant ce temps-ci, on a mangé qu'on ne sait pas brosser. Les morceaux de placali, les morceaux de hamburger, les morceaux d'aloco vont rester dans la bouche, pourrir. Et les microbes vont faire la fête. Les millions de microbes vont faire la fête et produire leur produit, l'acide. Et puis, avec le temps, ronger progressivement les dents. Et donc, il faut se brosser 3 fois par jour, surtout le brossage du soir, à ne pas négliger. Il faut manger équilibré. Il y a des aliments qui sont collants, qui sont sucrés, qu'il faut éviter. Bon, on peut les consommer, mais après les avoir consommés, il faut éliminer toute la pâte qui reste collée sur les dents, de manière à ce que ce type d'aliment ne séjourne pas longtemps dans la bouche. Alors, docteur, dernière question. Le cure-dent traditionnel garde-t-il toujours son efficacité, le cure-dent traditionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre l'utilisation du cure-dent? À défaut de brosse à dents, on peut l'utiliser, mais le mieux, c'est d'avoir une brosse à dents. Une brosse à dents. Oui, effectivement, parce que le cure-dent, en fait, va masser ou éliminer les produits qui sont sur la face des dents. Mais le cure-dent ne permet pas de rentrer entre les dents et éliminer les morceaux de viande qui sont restés coincés entre les dents. Donc, juste pour la face des dents, ça peut être utilisé si on n'a pas d'autre choix. Mais le mieux, c'est d'avoir la brosse à dents parce qu'elle est plus efficace pour nettoyer les espaces entre les dents. Et puis... Alors, docteur, très rapidement, où est-ce que l'on peut vous retrouver, votre centre, où? Ok, notre centre est situé sur 2 sites. Le site Villasco, derrière le CHU de Cocody, dans le prolongement de la fac de médecine, avant le centre CNRAO, et le site INSET au sein de l'université, juste après le portail côté CHU, sur la droite. Merci, docteur.
Merci docteur, merci d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que ce 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous avons reçu le docteur Marie-Chantal Avoa-Kaboni, coordonnateur du centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique du CHU de Cocody, avec qui nous avons parlé de la carie dentaire, de ses conséquences sur la santé générale. Entretien disponible sur la page Facebook des vérificateurs de l'info de RTI. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.